Le but, c'est d'avoir des échanges. Je ne vais pas faire quelque chose de trop descendant et sans visuel. Je vais juste mettre une slide histoire de décorer, mais le but ici, c'est de vous expliquer les enjeux du développement durable, les fondamentaux de la RSE. Ça va être un format très court, hein, parce que vraiment, ça s'enseigne sur plusieurs mois, on va dire. Ça va aller au bout du chemin. Et puis de rappeler un petit peu l'intérêt pour les freelances d'en connaître plus sur le sujet de la RSE et qu'est-ce qui peut être fait, en particulier voir les leviers de la performance qui sont liés à la RSE, qui sont des bénéfices assez cachés en général de la RSE, et c'est ça qui est intéressant. Qui parmi vous, celles ou ceux qui ont déjà une bonne connaissance en développement durable ou en RSE? Ouais, Emma, ouais, j'ai vu que tu avais un profil déjà très engagé là-dessus. Bon, peut-être pour certains et certaines, je vais être un petit peu basique pour le coup, donc j'espère pas décevoir ceux qui sont déjà un peu experts. Là, le but, c'est vraiment de faire une table ronde d'échange sur qu'est-ce que c'est que la RSE finalement. Alors, en premier lieu, un petit rappel sur le développement durable. Je vais passer très rapidement dessus. C'est important de se remettre en tête ce que c'est. Je vais revenir sur les piliers, les fondamentaux du développement durable. Ça repose sur le social, l'environnement et l'économique. Le but, avec ces trois piliers, c'est de trouver une convergence pour qu'on soit dans un monde plus équitable, plus viable et plus vivable. Donc, on va relier l'économique avec le social. Le social, ça peut être par exemple l'égalité des chances, l'éducation et la formation, la santé, la sécurité au travail, la lutte contre la précarité et la pauvreté. Là, on rentre sur le champ aussi qui est très lié, qui est connexe, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est la ESS. Tout ce qui touche aux communautés, aux droits de l'homme, ça peut être aussi le voisinage, toutes les parties prenantes qui peuvent être impactées en termes donc social. Après, pour la partie environnementale qui est souvent la plus connue, souvent on focus que là-dessus et puis on écarte, on oublie un peu le social ou l'économique. L'environnemental, c'est la préservation des ressources naturelles, c'est de ne pas abuser des ressources, de préserver la biodiversité, de faire attention à tout ce qui est prévention, pollution. Ça peut toucher dans différents secteurs comme l'agriculture durable. Par ailleurs, aussi l'utilisation d'énergie renouvelable au maximum. Et puis, côté du champ économique, ça, c'est souvent celui qu'on oublie le plus, qui parle souvent le plus pour autant à ceux qui ne sont pas très branchés écolo, à développement durable et RSE. Eh bien, c'est l'éco-innovation, trouver des éco-produits à faire, commercer de façon éthique, responsable, d'inclure aussi les parties prenantes locales dans le champ économique, de voir aussi les effets indirects qu'on peut procurer de la sorte. Et puis, le but, c'est d'avoir une croissance économique et de jamais oublier ça, j'insiste toujours là-dessus, c'est que la RSE, c'est vraiment un levier de performance économique. Alors, souvent, quand on est un petit peu trop engagé en termes de développement durable et d'écologie, on oublie ce côté business et qui est pour autant fondamental parce que les gens à qui on s'adresse, qui sont la plupart du temps des entrepreneurs, eux, ils raisonnent toujours profit, on le sait bien. Et bien justement, c'est là-dessus qu'il faut trouver le juste équilibre et les faire converger et les éclairer grâce au développement durable et à la RSE. Petit rappel, la RSE, c'est ni plus ni moins que l'application des objectifs du développement durable au sein d'une entreprise. On choisit un petit peu ces axes d'engagement et on les déroule. Donc voilà un petit peu le rappel pour les fondamentaux disons, développement durable, qui est le contexte, avec les constats aussi planétaires. Aujourd'hui, épuisement des ressources naturelles, minerais, pétrole, poissons, un environnement qui se dégrade avec une fois de plus pollution, perte de biodiversité, des inégalités qui se creusent, nord-sud, mais aussi, on voit bien en France, c'est bien très criant, le réchauffement climatique, et puis une croissance qui finalement est en perte de vitesse, voire, autant le dire, qui n'existe pas depuis 34 ans, depuis Bérégovoy. On n'a jamais scoré au-dessus des 3% en France, par exemple. Appelons ça comme on veut, mais on ne peut pas dire que c'est la croissance non plus. Donc voilà, ça, il faut inclure ce contexte. Et ensuite, bon là, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails de toute l'histoire du développement durable, mais retenez que le développement durable, c'est partant de ces constats planétaires dans les années 80 que ça a été défini en particulier par l'ONU autour de 1987 précisément. Et c'était déjà en gestation avec différents fils d'acteurs qui,
pour les premiers sont les scientifiques et les ONG qui ont alerté dès les années 70. Ensuite, les gouvernements et les nations qui ont, dans les années 80, mis ça en place, ce concept. Et puis, c'est là aussi que s'est déroulée la RSE. On a mis en place ce concept qui s'applique dans le champ économique. Et ensuite sont venues les entreprises et les consommateurs. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est assez surprenant finalement. On a les scientifiques et les ONG qui ont commencé. On ne s'attend pas à ce que ce soit les gouvernements et les nations qui enchaînent, mais si, ça a été le cas dans les années 80, et donc qui ont lancé le concept du développement durable. Et puis ensuite, bizarrement, ce n'est toujours pas les monsieur tout le monde qui agissent, c'est les entreprises qui ont été le troisième acteur à bouger, on va dire, au tournant des années 80, plutôt 2000, on va dire, plutôt 2000. Et puis, finalement, les consommateurs, on voit bien depuis une quinzaine d'années, qui, eux, ils enclenchent. Donc, c'est assez étonnant. Les consommateurs sont les derniers, sont un peu le dernier wagon. Voilà. Après, je ne vais pas vous refaire tous les sommets de Rio, les sommets de Johannesburg, les rapports machin, la loi Grenelle, tout ça, les accords de Paris. On n'a pas le temps. Je passe dessus. Juste la définition, retenez-la, qui a fait le consensus, c'est le développement durable, c'est quoi? C'est un développement donc, social, économique, qui préserve l'environnement, qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations du futur à répondre à leurs besoins, justement, à leur développement. Voilà. Donc, c'est minimiser au maximum les impacts. Voilà le cadre du développement durable. Je vais peut-être partager mon écran. Vous connaissez tous les 17 objectifs du développement durable. Vous avez tous vu ce scope. D'ailleurs, on en voit pas mal dans le métro parisien depuis quelques jours. Là, c'est sympa. Ils mettent ça à la place de la pub. Donc, c'est pas mal pour annoncer la décennie 2020-2030. Qui doit être les décennies déterminantes pour justement faire bouger enfin les choses. Parce que là, on travaille sur le tas et puis on ne peut toujours pas. Donc, c'est vraiment nos guidelines, ces objectifs, c'est essentiel. C'est une compilation de tout ce qu'on a pu, sur lequel on a pu s'engager, phosphorer dans toutes les grandes institutions internationales avec tous les grands experts. Et c'est un condensé finalement de tout. Ça va de la lutte contre la pauvreté, qui est un grand classique malheureusement, jusqu'à la biodiversité, etc., etc. Donc, je vais juste partager vite fait l'écran pour vous mettre ça quand même en tête pour ceux qui ne se rappellent plus trop. Voilà, partager, bingo. Voilà, tout le monde le voit. C'est bon pour tout le monde, un petit pouce comme ça si, OK. Donc, je pense que ça, tout le monde le connaît. Je ne vais pas repasser dessus. Retenez que le numéro 13, c'est Climate Action. C'est vraiment, pour moi, l'épicentre de tout le reste aujourd'hui. On voit bien que le climat est devenu l'enjeu majeur et que tout tourne autour finalement. Parce que si le climat vrille, en fait, tout vrille. Et puis, il y a même des choses qui n'ont même plus lieu d'être en termes d'objectifs, me semble-t-il. Voilà. Donc, ça, je sors un peu du cadre en vous disant ça, mais c'est vraiment important de le souligner. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des besoins. Check. Alors, où suis-je? Je suis perdu. Alors, un petit instant, je suis un peu paumé, je viens de faire une mauvaise manip. Ça arrive. Check. Mike. Ouais, voilà, c'est bon. Dis-moi. Vu que tu avais fait ça pendant la fresque du climat, je voulais juste te demander, est-ce que pendant que tu parles, on ne se mettrait pas tous en audio sauf toi pour éviter de faire passer tous, pour faire fonctionner le visio de tout le monde? Oui, bien sûr, exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez couper vos vidéos. Et puis, vous savez, sur Zoom, on peut faire comme ça quand je pose une question. Si voilà, on se met en audio si jamais tu nous sollicites. Merci. Et n'hésitez pas à m'interrompre de façon audio pour me dire, tiens, est-ce que tu peux développer ci ou ça? Alors, je poursuis. C'est vrai qu'en 1 heure, c'est un condensé. Il va falloir que je fasse attention à ne pas trop déborder, parce que ça va tourner très, très vite. Donc, je passe rapidement sur donc le développement durable, avec ce défi majeur de l'humanité qui est le réchauffement climatique aujourd'hui, avec bien évidemment
le baromètre à surveiller qui est le taux de concentration en CO2 dans l'atmosphère, hein, la fameuse barre 400, 410, et les limites planétaires, qui est un concept développé entre autres par des Suédois, petit coucou à Florian Passage, avec l'Institut de Stockholm, qui a défini avec le développement durable aujourd'hui un autre mode d'observation qui intègre les 9 limites planétaires. Je passe rapidement dessus. C'est bien évidemment le changement climatique, l'acidification des océans, les flux biochimiques, azote, phosphore, c'est ça, nitrogène en anglais pour l'azote, les particules fines, l'ozone, la qualité des sols, hein, avec tout le changement de la transformation des sols, en particulier dû à la déforestation, l'agriculture, etc. L'utilisation de l'eau, l'accès à l'eau, et puis la biodiversité. En gros, c'est ces 9 limites planétaires qui conditionnent un peu notre futur, parce que si on a une qui décline trop, elle entraîne les autres dans son sillon, et on est dans un effet de siphon, de lavabo, et là on court à la cata. C'est ce qu'il faut surveiller. Donc tout ça est aujourd'hui associé au développement durable. Pour poser le contexte une fois de plus, il faut bien retenir que l'environnement, bien sûr, tient tout aussi, parce que si on ne réussit pas à préserver l'environnement, eh bien, il ne sera pas possible d'assurer un développement responsable, soutenable, durable. Tout ça, les mots, quelquefois, ne plaisent pas. Et on voit que l'inaction par rapport à ça va coûter bien évidemment beaucoup plus cher. Le coût de l'inaction, comme ça a été déjà précisé il y a pas mal d'années, entre autres par Nicolas Stern, qui est un grand économiste, dès 2006, à l'époque où Al Gore nous avait sorti le premier documentaire sur le sujet. Eh bien, on voyait que le coût de l'inaction au niveau mondial, ça allait représenter à peu près 10 à 20% du PIB mondial, et que le coût de l'action, lui, pour autant, ne coûtait que 1%. Donc, on est sur des deltas de 10 à 20 fois action-inaction. Et on voit bien que c'est complètement idiot de rien avoir fait jusqu'ici. On va le payer très cher. Donc, aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a plus d'histoire d'utopie. En fait, celui qui aujourd'hui est utopiste, en fait, c'est celui qui croit que tout peut continuer comme avant, finalement. Donc, le camp de l'utopie a changé de camp. Enfin, le principe de l'utopie a changé. Et ça, c'est intéressant. Et là, je vais rentrer directement dans les fondamentaux maintenant de la RSE, c'est-à-dire l'outillage, la méthode RSE, qui est vraiment l'applicatif du développement durable, une fois de plus, dans le champ des entreprises, des marques, des organisations. Ça peut être appliqué à des collectivités locales. Donc, pareil, là, je vais survoler un peu, parce qu'on a un temps très court. Donc, la remise en cause en profondeur par le développement durable de nos pratiques économiques nous pousse aujourd'hui à construire collectivement sur des valeurs partagées qui sont tout autres, et avec cette méthode, cette démarche RSE qui est la responsabilité sociétale, donc des entreprises, des organisations, des marques. Et qu'est-ce que c'est finalement la bonne définition de la RSE? C'est de regrouper l'ensemble des pratiques qu'on met en place au sein des entreprises dans le but de respecter justement les principes, les objectifs du développement durable. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois, comme je disais tout à l'heure, économiquement viable. C'est quand même les fondamentaux d'une entreprise, c'est de faire du business, faut le rappeler. Mais en même temps, on réussit à avoir un impact positif sur la société. Donc là, on est sur le volet social. Et puis, on va respecter l'environnement. Donc, une fois de plus, on l'a vu. Les ressources naturelles et la biodive, etc. Pour les principaux acteurs qui sont impactés par une démarche RSE, il faut comprendre qu'au sein d'une entreprise, ça peut être les collaborateurs, ça peut être les clients, ça peut être les institutions qui sont autour de l'entreprise, qui peuvent par exemple faire de la compliance ou de mettre en place des process qu'on doit respecter. Ça peut être les communautés locales avec lesquelles on peut créer du lien, de la cohésion sociale. Et puis au niveau gouvernance managériale, on va dire, c'est la partie éthique, performance qu'on peut souligner ici. Donc il y a plusieurs acteurs qui vont aider à réduire les impacts dits négatifs des activités de l'entreprise. Plusieurs types d'acteurs qui peuvent être engagés. On appelle ça les parties prenantes aussi, en d'autres termes, ceux qui sont
peuvent concourir. Moi, j'avais développé un concept de pyramide sociétale qui finalement est un peu issu d'un vieux principe au sein de la RSE qu'on appelle la pyramide des responsabilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise doit répondre à ses responsabilités économiques, c'est-à-dire elle doit être profitable, ça c'est une exigence de la société, elle doit être légalement responsable, donc respecter la loi, elle doit se comporter de façon éthique, c'est ce qu'on attend d'elle quand même, il y a une forme de responsabilité éthique, et puis quelquefois on voit le côté philanthropique où l'entreprise sort un petit peu de tout ça et puis a des sous à dépenser pour faire des belles actions autour qui ne sont pas forcément celles qui réduiront pour autant leurs activités négatives. Voilà, petite nuance. Rapidement, dans les grandes notions de la RSE, il y a le greenwashing, tout le monde connaît, je pense. Il y a l'économie circulaire, qui est en fait un modèle économique où on essaye de produire des biens et services de façon responsable, en limitant les ressources, en valorisation des déchets, par exemple. Et cette économie circulaire, dedans, il y a plein de sous-tiroirs. Il y a, par exemple, l'éco-conception. Je ne vais pas trop détailler. Mais il y a aussi l'économie de la fonctionnalité. C'est une économie dite d'usage qui, en fait, ça va reposer sur l'usage d'un produit plutôt que sur sa propriété. Ça peut être drivey.fr, vous allez louer la voiture du voisin. Donc là, on est en économie de la fonctionnalité, par exemple. Blablacar aussi, qui, elle, peut aussi… Par exemple, Blablacar, c'est un modèle qui est sur deux sous-tiroirs de l'économie circulaire. C'est à la fois la fonctionnalité, l'usage, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'économie collaborative ou dite de partage, qui, elle, a été permise beaucoup grâce au développement du digital et d'Internet depuis les dernières années. Donc, dedans, il y a Couchsurfing, il y a même l'AMAP, l'association du maintien de l'agriculture paysanne, il y a La Ruche qui dit oui, vous savez, tout ce qui touche au coworking, la finance collaborative, les Fab Labs. Voilà des exemples. Le Bon Coin, Airbnb, il y en a plein. Même la Louve, le supermarché dans le 18e collaboratif. Vous avez d'autres notions dans les RSE, c'est peut être aussi ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie, une méthode d'évaluation des impacts environnementaux d'un produit ou d'un service, où on va tout au long de l'existence, c'est-à-dire de la conception, de la création, jusqu'à la gestion de la fin de la vie du produit ou du service. On va tout analyser, on va tout séquencer pour quantifier les flux de matière mis en œuvre, les flux d'énergie. Voilà. Et dedans, on va inclure aussi le bilan carbone. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ACV, l'analyse du cycle de vie. Donc là, on est vraiment sur une analyse complète. Et à la fin, la gestion de fin de vie, ça peut être par exemple de se dire, OK, il va où le produit vraiment au final? Est-ce qu'il est valorisé même en tant que déchet quand il est mort, quoi? Là-dessus, il y a des normes qui sont liées. Il y a des normes comme ISO 14040, 14044. Ce sont des ISO qui sont elles aussi des sous-tiroirs par rapport à ces méthodes, ces outils qui sont au sein de la RSE. La grande référence ISO pour la RSE, au passage, la grande, c'est ISO 26000, que je vous invite à lire, qui n'est pas très très long à lire, soit dit en passant. Il y a un abstract au début qui est bien fait, et je crois que ça fait 150 pages. Et si vous lisez déjà les 20 premières pages, vous avez compris beaucoup de la RSE, ISO 26000. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Coupez-moi. Vous prenez l'audio si jamais. Moi, j'ai une question, Mike. Vas-y. Et sur l'économie circulaire, il y a eu, enfin, je sais pas, moi j'ai du mal à y croire en fait. J'ai l'impression qu'on produit des déchets, mais que dans la réalité, bon, si, reconditionner c'est une bonne chose, mais à partir du moment où ça arrive à être un déchet et que c'est plus utilisable, en fait, c'est un leurre de penser qu'on va pouvoir, tu vois, le récupérer. En fait, recycler, c'est extrêmement polluant la plupart du temps, ou c'est pas fait pour X raisons, mais ça tombe, ou alors c'est par où on l'exporte. Enfin, voilà, donc du coup, je suis assez néophyte, mais j'ai l'impression que je n'y crois. Moi, j'y crois pas, l'économie circulaire avec le retraitement des déchets. Ouais. C'est vrai que tu soulèves un point, c'est que quelquefois, en recyclant certains types de produits,
on se rend compte que ça consomme énormément d'énergie, par exemple. Ça, c'est ce que tu viens de soulever. C'est un cas négatif, c'est un impact négatif. Quelquefois, on se rend compte après, on ouvre une filière, on se dit ouais, génial, on va recycler, valoriser comme si. Et finalement, c'est énergivore, c'est pas intéressant. Ça arrive malheureusement, et ça, c'est des mauvais cas. Le but du jeu, c'est d'éviter ça, bien évidemment. Et en résumé, si on est un petit peu manichéen, c'est est-ce qu'on épuise nos ressources et on gaspille tout, comme on fait beaucoup ça, les matières premières, l'eau, l'énergie, ou est-ce qu'on se dit bah, finalement, tout ça, c'est limité et on a déjà des choses qui dorment là, à côté. Comment on peut déjà valoriser ça pour éviter justement d'aller trop vite dans le mur et de trop gaspiller, puisque quand il ne restera rien et qu'on n'aura pas anticipé la boucle, la fameuse boucle économie circulaire et non plus linéaire, ça peut être vertueux quand c'est bien fait. Ouais. Tu as des exemples, Mike, pardon. Tu sais, il y a eu, récemment là, sur Toulouse, il y a une boîte là, qui s'était lancée là-dedans, des jeunes, des start-upers qui récupéraient les canettes et tout ça. Et en fait, ils ont écrit leur histoire et ils ont montré qu'au final… Ouais, j'ai vu ça, c'est dingue. Ouais, j'ai vu, c'est très très bien à lire ça. Effectivement, c'est un peu la désillusion d'une start-up qui s'est lancée sur l'économie circulaire. Pour autant, c'est un cas qui n'est pas isolé, certes, mais le principe de l'économie circulaire, comment dire, si on n'avait pas ce concept-là, on continuerait comme d'habitude, c'est-à-dire sur un principe d'économie linéaire. C'est-à-dire que je produis un bien ou un service et je le jette. En fait, voilà, j'ai puisé gratuitement dans la nature quelque chose, j'ai fabriqué, j'ai assemblé et je jette et puis c'est un déchet. Alors que là, le but, c'est de boucler, c'est-à-dire de ramener au départ, de tirer la boucle. Et du coup, si c'est bien fait avec certaines matières, il y a des matières, ça ne marche pas, il y a des services, ça ne marche pas. En tout cas, pas bien. Donc, quand ça marche, ça peut bien marcher. Il y a des exemples, tu peux citer un ou deux exemples où ça marche. Ouais, je pense que l'industrie verrière est pas mal. Même tu vois, les canettes de coca en aluminium dans les années 80 aux États-Unis, quand ils faisaient ça bien, ça marche, tu vois, de recycler finalement. Il y a l'ADEME qui est un bon observatoire par rapport à ça, qui est l'agence française de la maîtrise de l'énergie, qui aide beaucoup à développer toutes les bonnes pratiques, on va dire, sur l'économie circulaire, autour de l'économie circulaire. Il y a pas mal de choses à lire là-dessus. Mike, ouais. Tu peux me permettre aussi, il y a tout ce qui touche, et arrête-moi si je me trompe, mais au biomimétisme, qui est la reprise du fonctionnement de la nature pour l'appliquer en fait à l'économie circulaire. Donc, oui, où dans la nature, effectivement, il n'y a rien qui se jette, tout est réutilisé. Et en ce sens, il y a Christophe, je t'incite à aller voir parce que c'est des trucs qui sont super intéressants sur tout ce qui touche à la blue economy, l'économie bleue. Et le livre, même si je ne suis pas fan du personnage de Gunther Pauli, où il y a effectivement des exemples parfois micro et parfois assez gros qui montrent qu'on peut effectivement appliquer les principes du biomimétisme, du fonctionnement de la nature dans l'entreprise et donc favoriser l'économie circulaire. Il y a des entreprises qui se créent de toutes pièces là-dessus. Il en a même, le mec investit aussi dans des… Je crois que la plus belle réussite, c'était sur la récupération du marc de café pour produire des champignons comestibles et de vertus médicinales. Et il y avait aussi la production d'algues pour faire du biocarburant. Ouais, ce sont des bons exemples aussi qui sont connexes, qui sont liés à l'économie circulaire. Ouais. Complètement. C'est super intéressant le biomimétisme. Ouais. Alors, je vais poursuivre. J'étais sur le cycle de vie, donc c'est lié au bilan carbone, qui lui, c'est un outil à la base développé justement par l'agence ADEME, qui est sur l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Ça permet de compter les émissions directes et indirectes. Alors, il y a plusieurs scopes, 1, 2, 3 pour ceux qui connaissent. Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui de controverse d'ailleurs pour le calcul. Donc, avec une méthode et des règles qui sont rendues publiques. Et ça permet d'évaluer justement l'impact sur l'effet de serre.
Et c'est valable pour entreprises, administrations, collectivités, même à titre individuel. Je vous invite à faire votre propre comptabilité carbone de toutes vos activités. Et là, pour le coup, je conseillerais plutôt l'outil d'une asso qui s'appelle avenirclimatique.org/micmac. C'est l'outil qu'ils ont développé qui s'appelle Micmac, qui est pas mal. Je recommande, souvent sur la fresque du climat. Je regarde dans le chat, il y a peut-être quelque chose qui a bougé. Là-dessus, j'ai une question, Mike. Il y a effectivement pas mal de calculateurs pour mesurer son empreinte carbone à titre pro ou à titre perso, là, les exemples que tu donnes. Alors, pro, je dirais l'ADEME. Sur le site de l'ADEME, vous aurez tout ce qu'il faut. Et puis, à titre perso, il y en a plusieurs. Il y a on cite souvent celui qui calcule en nombre de planètes consommées par an sur tes activités perso et qui a été développé de mémoire par WWF Suisse, qui est un peu léger. Je pense que, moi, je conseille le Micmac, Micmac d'Avenir Climatique. Vous tapez Avenir Climatique Micmac, vous allez le trouver. Celui Ouais. Il est bien pour le perso et en plus, il est backé justement sur les mêmes chiffres que il est backé sur l'ADEME. Donc, il est updaté en plus, c'est très bien fait. Ok. Ouais. Et là, faites-le parce que vous allez avoir des surprises. C'est une bonne action. Je vous invite tous à le faire. Je vous invite tous à faire deux choses aujourd'hui. Faire une fresque du climat et faire votre outil, votre bilan comptabilité carbone impérativement sur vos activités pro et perso. Vous pouvez lier les deux parce que la plupart ici sont des freelances. Vous pouvez carrément grouper finalement votre facture d'électricité. Souvent, quand on fait des freelances, c'est celle de sa maison, son appart. Vous n'avez pas 36 bureaux avec 36 factures. Donc, c'est assez facile à faire et vous mettez tout dans le même panier. Faites-le, ça c'est un super exercice. Alors, je termine juste sur les fondamentaux de la RSE, j'en étais. Donc, le bilan carbone. Et puis, après, il y a d'autres concepts que je ne vais peut-être pas avoir le temps de développer. C'est ce qu'on appelle le marketing responsable. C'est assez intéressant de voir quand même aujourd'hui qu'on a changé de paradigme. C'est-à-dire que toutes ces années des 30 glorieuses de la grande consommation jusqu'à la naissance du développement durable et de la RSE cette jeune science de la RSE qui commence à se greffer sur tout le champ économique petit à petit, même si ce n'est pas encore connu de tout le monde, eh bien, en fait, on change de paradigme. C'est-à-dire que les consommateurs se sont éveillés, leur conscience s'est éveillée. Et en fait, on est face aujourd'hui à l'essor d'une demande augmentée. Le concept de la promesse augmentée des services marketing à la demande augmentée. C'est-à-dire qu'avant, en fait, les services marketing imposaient un peu un produit, un service, on nous faisait rêver. Aujourd'hui, finalement, ils sont en réaction par rapport aux attentes des consommateurs. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc ça, c'est un point intéressant sur lequel surfe complètement la RSE. En tout cas, c'est très lié. Après, il y a plein d'exemples que je pourrais vous citer sur des réussites de la RSE. On cite souvent Camif, vous savez, la Camif qui a été reprise par un entrepreneur brillant qui a transformé ce vieux catalogue La Redoute où 90% des biens étaient fabriqués au bout du monde en Chine. Finalement, a tout relocalisé en France, a fait un super travail de développement environnemental, social et sociétal. Voilà, typiquement, c'est des choses que vous trouverez dans la presse comme bon exemple. Voilà un petit peu, là je vous ai planté donc en résumé le développement durable, quelques fondamentaux de la RSE. Après, je ne peux pas trop rentrer dans les détails de la méthode, mais retenez qu'en RSE, attendez, je vais quand même vous faire un petit laïus sur les grandes étapes d'une démarche RSE. Ça, c'est intéressant. Laissez-moi juste trouver le document que j'aime bien là-dessus. Ça tombe bien, Mike, j'allais te demander par où on commence. Ouais. Mise en place, voilà. Je fais quand même l'impasse, dit en passant, sur des sujets qui sont liés. Donc, l'ISO 26000 et les parties prenantes, la matrice de matérialité qui cartographie les enjeux versus les attentes des parties prenantes. Je fais l'impasse sur ce qu'on appelle la communication responsable, les leviers de performance aussi, parce que je n'aurai pas le temps. J'en ai parlé tout à l'heure en intro, et là, je vais vous parler quand même du déroulé d'une démarche RSE, et ça, c'est intéressant. Et ça donne quoi en résumé? Ça donne
si on devait lister les grandes étapes d'une démarche RSE. En premier lieu, vous allez lister les enjeux. Donc, les enjeux, c'est sur quels objectifs du développement durable, par exemple, une entreprise souhaiterait s'engager. Un volet social, environnemental, ou 2 ou 3 objectifs qui peuvent être à la fois environnement, social, économique. Vous voyez, ça peut être au choix. Il faut que ça soit en corrélation par rapport à ces activités quand même, historiques. Donc, on va lister ces enjeux. Ensuite, on va identifier nos parties prenantes. Ça, c'est le point 2. On va regarder autour de nous ceux avec qui on n'a jamais parlé, ceux qui sont impactés par nos activités. Nos fournisseurs, nos riverains, pourquoi pas même nos familles. Vous voyez. Et ensuite, on va matcher tout ça et on va faire une priorité de ces enjeux par partie prenante. Et après, bien évidemment, l'entreprise aura toujours le dernier mot. Une fois qu'elle aura consulté tout ça, qu'elle aura dialogué et cartographié, elle pourra, avec cette analyse dite de matérialité, elle pourra, ça c'est le point 4, elle pourra y voir plus clair. Et elle aura le dernier mot, bien évidemment, parce que c'est le boss de la boîte, ou en tout cas son COMEX, qui va dire, bon, bah, c'est bien gentil tout ce que vous me dites, mais moi, je vais mettre l'accent là-dessus parce que voilà, c'est mon coup de cœur ou parce que j'ai tel ou tel réseau. Mais en tout cas, le boulot aura été fait de voir un peu les attentes et de voir comment on peut réduire tel ou tel impact. On ne pourra pas faire tout le boulot à la fois, on le sait bien. Mais voilà comment on commence à entamer une démarche RSE. Donc, point 1, je résume, lister les enjeux. 2, on identifie ses parties prenantes. 3, on va consulter et dialoguer avec elles pour prioriser les enjeux. En 4, on va analyser et matérialiser tout ça. En 5, donc, on va valider les enjeux, que je disais, donc c'est le COMEX ou celui qui a le pouvoir, entre guillemets. Et après, on va dérouler ce qu'on appelle une feuille de route, un plan d'action, peu importe comment on l'appelle. Et en point 6, ça va être de monitorer, de suivre cette démarche dans le temps. Parce que c'est bien beau d'avoir tout repéré, tout matérialisé, faire son petit travail de consulting, mais maintenant, il faut se retrousser les manches, il faut bosser. Donc là, on va mettre en place des indicateurs de performance, on va mettre des indicateurs de suivi. Je ne rentre pas dans ces détails parce que c'est complexe, c'est pas technique, mais il y a plein de méthodes qui existent et finalement, c'est un peu comme si on était sur un change management, un grand projet à mener au sein de la boîte et on va greffer des ambassadeurs, des gens de la boîte qui vont être partie prenante aussi liés à ce projet. En général, on prend des gens de l'extérieur, des consultants comme moi, par exemple, pour mener ce travail. Et puis enfin, quand tout se passe bien, on a par exemple déroulé sur 3 ans une feuille de route en disant voilà, on a tel objectif, tel engagement, tel enjeu, on met un indicateur, bref. Et une fois qu'on est bien avancé sur tel ou tel sujet, eh bien là, on peut communiquer. On peut communiquer sur ce qu'on a fait, sur nos valeurs, sur nos engagements, sur nos actions, qui sont vraiment efficientes, validées. Et là, c'est intéressant, la communication responsable. Donc, voilà les 7 grands points. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Vous me mettez en audio le micro et vous me dites si jamais ce n'est pas clair. Je vois qu'il est déjà presque 40. On peut peut-être faire un temps d'échange. Sinon, je regarde si j'avais autre chose à rajouter à ce stade. Ouais, le mieux, c'est peut-être de faire un peu table ronde parce que là, j'ai été très descendant. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, Mike, tu disais au tout début, tu as parlé de le coût de ne rien faire est supérieur au coût de faire. Et tu parlais, quelqu'un a théorisé cette approche, c'est ça? Ouais, c'est Nicolas Stern, en fait, c'est un grand économiste anglais, je crois qu'il a même été anobli par la reine, Sir Nicolas Stern, qui en 2006 avait sorti un rapport à la demande d'une grande institution internationale, je crois que c'est même l'ONU, et qui démontrait que le coût de l'inaction climatique sur les décennies à venir, enfin sur les années à venir, allait coûter en fait 10 à 20 fois plus que de ne pas agir versus agir. Et on voit bien les grands patrons des assurances, par exemple, comme AXA et autres, ils ont emboîté le pas quelques années après en disant oui, effectivement, il y a un moment où on ne pourra pas suivre, même nous, en tant qu'assureurs. Je crois que Mike, le patron d'AXA, il a dit une planète à plus 1,5 degré n'est pas une planète assurable. Ouais. Je ne sais plus, c'est 1,5 ou il avait dit 2 ou 3. Enfin, je crois que c'est un petit peu serré, mais c'est ça. Ouais. Il avait dit 1,5 et pour avoir malheureusement pris l'avion hier et j'ai échangé avec un mec qui justement allait en Suède. Et sa boîte, elle vendait des logiciels informatiques d'analyse de risque aux banques.
Et c'est un gros sujet dans le secteur des banques qui est la finance et les assurances au sens large. Parce qu'ils commencent à se rendre compte que, effectivement, avec le Covid, il aurait fallu prendre en compte la nature des investissements que les banques réalisent ou que les assureurs assurent. Ah, c'est clair. Ouais. Là-dessus, oui. Ouais. Et c'est un bon sujet, ça, sur la finance d'ailleurs, hein, la finance responsable, et qui est liée aussi à la RSE, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres points sur lesquels… J'ai une question pour toi, Mike. C'est par rapport donc aux démarches RSE des entreprises. J'avais cru comprendre qu'il y avait quand même un aspect un peu obligatoire inscrit dans la loi. Est-ce que j'ai Oui. mal compris quelque chose? Qu'est-ce que Non, doit… alors justement, c'est un point que je voulais aborder. C'est bien que tu m'interpelles là-dessus. La réglementation elle est de plus en plus contraignante, hein, même avec la loi Pacte qui vient renforcer l'obligation de faire de la RSE pour toutes les entreprises aujourd'hui. Il y a des obligations à plusieurs niveaux. Il y a des obligations de faire et de moyens. Il y a des obligations de rendre compte en toute transparence. Alors, là, c'est par exemple la loi Grenelle 2 qui impose à des grosses sociétés qui font plus de 100 millions de chiffre d'affaires ou qui font plus de 500 salariés de sortir leur rapport extra-financier en fin d'année, qui est ni plus ni moins appelé quelquefois RSE ou développement durable. Et à beaucoup de niveaux, on voit même sur les entreprises dites à mission aujourd'hui, ça découle de la loi Pacte, c'est finalement la continuité de la RSE pour que les entreprises inscrivent carrément leurs engagements au niveau statutaire, pour devenir vraiment complètement engagé par essence. Donc oui, il y a de plus en plus d'obligations, année après année. Ça rentre dans le champ législatif, réglementaire, etc. Ouais. Est-ce qu'on peut trouver quelque part, est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut trouver quelque part ce qui concerne les toutes petites entreprises de moins de 10 salariés, voire les indépendants, justement? Je pense que le mieux, c'est la loi Pacte. Je pourrais vous envoyer un lien qui résume bien ça, qui intègre justement tous les niveaux d'entreprise, y compris les petites. Ouais. D'accord. Et la loi Pacte, ça parle aussi de la RSE, c'est pas que les entreprises à mission? Alors, la loi Pacte est très généraliste, elle touche plein de choses, mais il y a un article précis là-dessus. Ok, merci. Ouais. Intéressant alors. Ouais. Et il y a eu des décrets d'application en mai 2019. Ça y est, c'est parti. La loi a été promulguée en mai 2019 et le décret, il date de la fin d'année 2019. Ça y est, c'est parti. C'est appliqué. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a, par rapport aux entreprises à mission, il y a carrément une communauté des entreprises à mission qui a été créée. Il y a le fondateur, enfin, il y a le président de la CAMIF et de la MAIF qui y sont d'ailleurs, je crois, les deux. Donc, tous les deux à Niort, c'est rigolo. Et ils accompagnent et ils ont aussi pas mal de documents ressources. Ça peut être pratique. Sur leur Ouais. site, Ouais, je vois très bien ce dont tu parles. Ouais, effectivement, il y a, ça s'appelle, j'étais d'ailleurs… Je crois que ça s'appelle la communauté des entreprises à mission. Ils sont pas… Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais que j'ai un onglet qui est quelque part. Ouais. J'étais dessus il y a 2 jours. Je prépare un cours d'ailleurs sur les entreprises à mission là, pour la rentrée. Une formation aussi. N'hésite pas à envoyer sur le chat. Hein. Ouais. Ce que je vais faire, je vais peut-être envoyer à Florian qui vous enverra quelques 2-3 petits liens comme ça. N'hésitez pas à le mettre dans le chat pour me le rappeler, comme ça je ferai la synthèse avec lui qui traînera dans le chat tout à l'heure, à la fin. Je voulais aussi vous parler du retour sur investissement qui aujourd'hui est démontré et démontrable. Toute entreprise qui engage une démarche de RSE, il y a des observatoires qui surveillent ça de près et on voit que la plupart du temps, c'est rentable, même en termes de chiffre d'affaires. Alors après, la rentabilité, on peut l'évaluer en termes sociétal, on va dire, ou monétaire, ni plus ni moins. Mais dans tous les cas, ce sont des entreprises qui performent. Et aussi, remarqué récemment, ça rejoint ce que disait Florian avec la finance durable, on voit qu'avec le Covid, les entreprises qui ont été engagées en développement durable ont été plus résilientes. Je regarde le chat. Entreprise à mission, d'accord.
Moi, j'ai une question, Mike, si tu me permets. Vas-y, vas-y. Euh, Ça peut paraître un peu bisounours, mais si toi, de ton côté, tu devais mettre en place une, deux, trois actions prioritaires dans ta structure, étant donné que tu es freelance, effectivement, tu es freelance, tu vas aider des grandes entreprises à mettre en place ce que tu énonces, mais euh, quelles seraient les actions prioritaires? Parce que tout à l'heure, tu disais dans la méthodologie de la mise en place d'une démarche RSE qui avait effectivement la première étape qui était d'identifier les enjeux et plus spécifiquement les axes porteurs d'enjeux, sous-entendu ce qui va générer le plus d'empreintes carbone dans une structure. Euh, Moi, je te pose la question sur toi et après, plus globalement, pour un freelance dans le service, quelles sont les premières actions qu'il peut mener sans devoir appeler toutes ces parties prenantes, remplir des documents, mener un audit, etc. Même si je pense que c'est ultra nécessaire pour faire les choses bien, mais pour des personnes qui voudraient, par exemple, à l'issue de ce webinaire, de cette masterclass, se dire, bon, bah là, il y a un, deux trucs qu'il faut que je fasse parce que ça va me permettre de splitter 10, 20, 30, 40, 50% de mon impact. Quels sont ces engagements, ces actions qui peuvent être mises en place? Alors, quand tu es freelance, tu es tout seul, hein, ou tu as un cluster de compétences autour de toi qui sont eux-mêmes des freelances. Donc, tu es une seule personne. Donc là, tu ne vas pas faire du social pour toi, puisqu'en général, le social, c'est des actions comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans le champ de la RSE qui s'appliquent à une communauté avec des interactions. Là, toi, ton champ social, il est assez réduit. Donc, on va malheureusement un peu l'écarter, j'ai envie de dire. Enfin, il a moins de sens. Alors, en termes de RSE, tu es tout seul, tu es freelance. Après, le volet de gouvernance éthique, bah, c'est à toi d'avoir tes bonnes pratiques. Tu n'es pas quelqu'un qui va utiliser des dessous tables du matin au soir avec tes clients ou tes fournisseurs. Donc, voilà, c'est à toi d'avoir ta propre éthique, j'ai envie de dire. Donc, on va l'écarter aussi à ce stade-là. Donc, il reste surtout l'environnement. Hein. Et dans l'environnement, quand tu es freelance, eh bien, c'est de faire une fois de plus ton analyse carbone. Je pense que ça, c'est la priorité des priorités à faire. Et dedans, tu vas te rendre compte que, par exemple, le changement de ton téléphone il y a 2 ans et demi va impacter énormément. Les déplacements, là, bien évidemment, c'est le volet le plus dingue, surtout pour l'avion. Grosse surprise à chaque fois. Et donc, j'ai envie de te dire, ça va être plutôt sur le transport et sur le digital, si je devais résumer. C'est un peu ce qui ressort le plus. Donc, c'est vraiment sur les bilans carbone sur ces deux axes-là. Voilà ce que je vois, j'observe et que je pratique moi-même. Et ça rejoint un petit peu ce qui est un peu dans les tuyaux avec We Act for Earth. C'est au niveau de l'impact numérique où vous allez essayer de conseiller quand tu veux déposer un nom de domaine, tu vas plutôt aller chez Bidule. Quand tu veux acheter tel Fairphone, tu vas chez Fairphone, etc. Enfin, je pense que tu as déjà des choses là-dessus avec le collectif dont je fais partie. Et petite parenthèse, moi, je donne aussi des conférences ateliers assez courts sur des formats 2 heures sur les impacts numériques pour des boîtes qui sont souvent dans ce secteur. Ok. Pour alerter. Ouais, en fait, c'est un peu sensibiliser à le contexte, une fois de plus, hein, planétaire, et puis mettre le focus sur le numérique. Et après, que les gens, en sortant de cette petite conférence atelier, se disent, OK, nous, on va essayer de tirer un fil pour améliorer sur peut-être voir quel data center on utilise, quelles pratiques on peut changer pour réduire finalement nos impacts. Ok. En fait, moi, je te pose cette question-là parce que autant sur la RSE appliquée à l'entreprise, je débarque depuis, allez, on va dire 8-12 mois et c'est très récent par rapport par rapport à tous les champs que tu as évoqués qui sont hyper larges. Autant sur la RSE, entre guillemets, appliquée à la vie perso, je débarque un peu moins parce que ça fait 2 ans et demi que j'applique pas mal de choses. Et s'il y a un truc que j'ai remarqué et que j'ai mis du temps à remarquer, du coup, c'est que la principale chose à changer d'un point de vue personnel, avant toute chose, que ce soit dans son assiette ou dans ses modes de transport ou dans ses modes de consommation, c'est sa banque. Et je m'interroge sur
parce que du coup, là, tu as cité, tu as dit le social, on saute, le sociétal, on va sauter, l'environnemental, c'est le plus important. Mais du coup, dans l'aspect économique, pour les freelances, est-ce que le choix de son partenaire bancaire, le choix de l'attribution de ses dividendes, c'est-à-dire que, je ne sais pas, si on a un freelance qui marche bien et qu'on veut investir, où est-ce qu'on investit? Et c'est un peu le même cas dans les grosses sociétés ou les petites et moyennes entreprises, à des proportions différentes, bien évidemment, parce ils ont des millions, voire des milliards. Et nous, on a quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros pour les freelances qui marchent très, très, très bien. Est-ce que le volet économique, et dans le volet économique, il y avait cet aspect aussi qui était la base de We Act Force, et du coup, je me rends compte que ouais, c'est de la RSE, c'était le fait de se dire, je crée ma structure. Est-ce que je crée ma structure et je me lève tous les matins sans objectif financier à atteindre, sans objectif de rémunération à atteindre? Combien il y a d'entreprises aujourd'hui qui se créent, et c'est même dans la nature même des statuts, à aucun endroit, à aucun moment donné, il y a le comptable ou dans les statuts où c'est noté, là, il y a un palier à atteindre. Et quand on atteint ce palier, qu'est-ce qu'on fait du surplus? Et ça, c'est en lien avec le social. Tu dis que le social, il faut vite le sauter pour le freelance, je ne sais pas. Parce qu'il y a cet aspect aussi de donner tout ou partie de ce palier-là quand on le dépasse. Et si on n'a pas envie de donner de l'argent, si on dépasse ce palier, ça veut dire qu'on fonctionne bien, ça veut dire qu'on peut aussi ralentir euh, et son flux de mission et du coup avoir du temps. Et pourquoi pas donner du temps et du coup investir dans le social via sa société. Alors, moi, j'ai essayé de prioriser, d'aller un peu sur l'essentiel pour répondre à ta première question tout à l'heure. C'est pour ça que quand tu es freelance, là où tu peux agir le plus vite, c'est un peu comme ça que je répondais, c'est sur le bilan carbone. Et quand on fait son bilan carbone en tant que freelance, on voit c'est beaucoup le transport et le digital, comme je te le disais. Maintenant, il est tout à fait possible d'élargir encore beaucoup plus, et tu as tout à fait raison. C'est quelle est ma banque? Est-ce que ma banque, elle est responsable? Comment elle est classée? Il y a plein d'ONG qui classent ça aujourd'hui. Tu peux aller sur Oxfam ou d'autres. C'est très bien fait, il y a plein de rapports. Donc, tu vas peut-être passer du Crédit Lyonnais à la Nef ou je ne sais quoi. Le champ légal aussi statutaire, tu vois, la loi Pacte le permet effectivement d'inscrire. Alors, quand tu es freelance, tu n'as pas de statut, mais quand tu es en SASU, tu as des statuts, donc là, tu peux l'inscrire. Ma raison d'être, mes engagements, en fait, c'est ce qu'on appelle la raison d'être selon la loi Pacte. Tu dis, ouais, ma raison d'être, moi, ça va être de m'engager sur le zéro fossile, sur le handicap international, sur je ne sais quoi. Tu te donnes une raison d'être. Donc ça, c'est possible légalement, statutairement. Et tu peux aussi aller sur… là, on a parlé du finance, de la finance, du légal, et tu peux aller aussi, je pensais à ça, sur l'énergétique. C'est-à-dire, est-ce que même mes bureaux, ils sont chez moi, mais je suis toujours chez EDF. Est-ce que je ne devrais pas passer chez Planète Oui? Donc là, tac, je vous mets dans le chat, par exemple, le guide électricitéverte.fr, qui est une bonne source là-dessus. Changer de fournisseur, tout simplement. Donc, ça peut être changer de banque, changer d'assurance, changer, il y a un classement sur les assurances également, changer de fournisseur d'énergie, changer ses statuts quand il y en a, etc. Ouais, on peut extrapoler. Tout à fait. Mike, est-ce que tu connais un classement sur des ONG ou des associations dans lesquelles les freelances du collectif et les petites entreprises du collectif pourraient donner des fonds ou du temps? Ah oui, oui, on en a pas mal parlé, hein, tu te rappelles, on se posait cette question de changer chaque année, d'ailleurs, de prendre une ONG plutôt sociale, une plutôt environnementale, une plutôt comme ci ou comme ça, pour être vraiment sur tous les bons piliers, et puis de renouveler chaque année, de changer en fonction aussi de ce qu'on sait sur l'ONG, si elle a bien travaillé, si elle a besoin de sous ou pas, parce que au milieu associatif aussi, le curseur, il est surtout là, c'est est-ce que tu es une petite qui a encore besoin d'être financée, ou tu es déjà devenu gros et finalement tu as assez de sous pour te développer? Il y en a, j'ai envie de te dire, j'ai plein de réponses, donc quel tiroir j'ouvre tu vois, là, quelqu'un vient de mettre Oxfam, c'est super Oxfam, mais je pense qu'ils ont suffisamment de fonds en ce moment, mais c'est très bien. Sur le numérique aussi, il y a des acteurs, hein, il y a des petites ONG qui existent, pas forcément que françaises. Après, il y a les grands classiques qui marchent toujours. Je pense qu'il faut varier. On parlait l'autre jour du bien-être animal avec L214. On peut parler du marketing et ses dérives sur l'alimentaire avec Foodwatch.
On peut partir sur 350 points, Greenpeace, etc. Il y en a plein. Il y a les grosses, il y a les petites et les moyennes. Moi, je pense qu'il faut aider les petites moyennes qui ont encore besoin pour arriver au niveau gros, comme L214 qui, en 3 ans, finalement, est parti de 0 salarié à 100 salariés, ce qui est complètement incroyable. Il faut surveiller. Tu as répondu à ta question, Florian? Yes, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mike? Moi, perso, j'ai fait le référent climat Greenpeace Paris pendant quasi 5 ans. Là. Je viens de terminer là. Et j'étais spécialiste aussi des mobilités, c'est-à-dire des transports, toute la vision autour du transport. Donc, sortir le diesel des grandes villes, impératif numéro 1. Rappeler que les Uber à 90% fonctionnent au diesel. Donc, boycottez Uber, s'il vous plaît. Boycottez Coca-Cola. Et puis, si vous voulez la liste de tout ce qu'il faut boycotter, vous m'appelez, je me ferai un plaisir de vous briefer. Donc là, on sort un peu du sujet, mais allons-y gaiement. Mike, moi j'avais une question par rapport au début. Tu as dit il y a un changement de paradigme et aujourd'hui, la RSE, c'est vendeur. Et donc, est-ce que tu peux donner les éléments qui permettent aujourd'hui de vendre cette démarche aux entreprises? On t'a dit qu'il y avait effectivement des retours d'expérience, de résilience, de boîtes qui étaient engagées sur cette là, mais est-ce qu'il y a d'autres dans l'argumentaire pour inciter les boîtes à aller sur ce chemin-là? Qu'est-ce qui peut être mis en avant? Souvent, quand ils ont une bonne écoute sur le sujet, il faut les intéresser sur des engagements qui les touchent au cœur ou qui ont un rapport avec leur activité. Ça peut être une accroche. Une autre accroche, ça peut être de leur rappeler aussi le côté réglementaire, les sensibiliser à l'ISO 26000 qu'ils connaissent peut-être pas bien et leur dire si vous pouvez être labellisé, ça vous donnera une bonne image aussi, responsable. Ça peut être de rappeler ce qui se passe en ce moment avec la loi Pacte et les entreprises à mission, c'est un vrai mouvement. Là. On voit Danone, par exemple, au CAC 40, vient d'ouvrir le bal en disant nous, on veut l'être, allez, c'est parti, on met tout en place. Ça peut être aussi pour ceux qui ne sont pas très alertes sur ces sujets, de démontrer, en fait, de leur expliquer que la démarche RSE, qui peut être aussi de produire plus localement, de faire plus de choses, un peu comme avec l'effet Covid, on a vu qu'il y a eu une prise de conscience sur tellement de critères, qui sont finalement pas mal de critères RSE, et de montrer qu'il y a une certaine résilience, s'il y a d'autres problèmes à subvenir, d'autres crises, qui peuvent être climatiques, de récession, sanitaire ou autres, et de leur démontrer qu'ils vont plus facilement passer la vague. Et on l'a vu, ça a été démontré par pas mal d'observatoires pendant le Covid, cette démonstration a été faite. Donc, on peut les intéresser là-dessus pour leur dire, voilà, si vous devenez une marque responsable, une entreprise responsable, vous allez mieux passer les prochaines vagues de crise. Et Dieu sait s'il va y en avoir. Mike, à ce sujet-là, tout à l'heure, tu parlais d'observatoires, les RSE, qui mettent en avant des chiffres, soulignant que la RSE améliore la performance économique. Ouais. Ça peut être un autre levier de mettre en avant ces chiffres-là sur différents marchés ou des attentes globales des Français sur le fait que, je ne sais pas, j'ai une connerie, 3 Français sur 4 préfèrent acheter dans une entreprise qui a pris des engagements plutôt que pas. Est-ce que tu as des chiffres là-dessus ou des liens sur lesquels on pourrait aller voir ça et réutiliser ces chiffres dans nos plaquettes, dans nos argumentaires, etc. en tant que freelance? Oui, alors il y en a plusieurs. Il y a la presse aussi qui fait des sondages. Il y a les instituts de sondage, il y a aussi des observatoires. Le chiffre qui est le plus connu de toute la bande des chiffres, entre guillemets, c'est 13% de chiffre d'affaires en plus pour les entreprises qui ont engagé une démarche RSE. Ça a été fait par France Stratégie. Et il y a 2 ans ou 3 ans. Il y a l'ADEME aussi qui donne beaucoup de chiffres. Évidemment, 63% des Français en 2019 font plus confiance aux marques qui font justement, qui ont une démarche RSE. Et je crois que dans un de tes posts, Florian, tu t'annonçais, c'est sur le site du collectif, ça annonçait à 85% des Français préfèrent acheter dans une marque qui a une démarche RSE
plutôt que dans une marque qui ne l'a pas, 85%. Je crois que c'était en 2018 ce chiffre-là. Ouais. Ouais, à des moments, je pose des questions. J'ai déjà certains éléments. C'est aussi pour que toutes les personnes qui sont là les entendent. Il y a un vrai intérêt économique à mettre en place ce type de démarche-là dans vos entreprises respectives, même si ça peut être énergivore en termes de temps. Bon, là, j'entends où on se prêche entre convaincus. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà compris une partie de ça. Je le répète parce que c'est enregistré, parce qu'on mettra ces masterclass en avant sur les réseaux sociaux. Effectivement, il y avait ces 13% là, et sur le site qui sort très bientôt, on en avait mis en avant d'autres. Mike, je te ferai la demande aussi. J'ai noté les différents liens ceux qu'on a mis et ceux qui nous manquent. Je te ferai la demande si tu es OK si tu as quelques éléments en source. Et il y avait effectivement 77,5% des Français souhaitent que les entreprises s'engagent pour une économie plus respectueuse de l'environnement. Ça, c'est l'ADEME. Il y a effectivement ce 13% et les 85% que tu as annoncé, Mathilde. Donc, il y a un vrai enjeu. Oui, ce qui serait bien, Florian, c'est qu'on échange après, là, dans la foulée. Et je vais être obligé de terminer là tout de suite, parce que je dois repartir, comme je t'avais dit, mais avec une petite synthèse de ce que je vous envoie. Et je vous mettrai quelques chiffres très volontiers. Yes. Mike, si tu dois filer, je te fais un mail. Oui, juste un petit mot de conclusion. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la RSE, c'est une jeune science. Le développement durable, il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces sujets-là. Même les enjeux climatiques, on voit qu'il y a un retard phénoménal, alors que ce soit au niveau de la formation, même à l'enseignement supérieur ou dans les entreprises. Et moi, ce que je vois, c'est que d'abord, il faut sensibiliser. Donc, ça peut être des outils comme la fresque du climat qui sont super. Et après, de former. Et ensuite, on peut vraiment conseiller et aller plus loin. Souvent, on essaye de tout de suite pousser la porte de l'accompagnement des projets. Et puis, finalement, on se rend compte que les gens décrochent parce qu'ils n'ont pas été suffisamment sensibilisés ou formés. Donc, il faut toujours y aller pas à pas. C'était aussi une des questions que je m'étais listée, Mike. C'est dans le sens où quand tu es freelance ou quelle que soit la taille de ta structure, il y a un moment donné, tu vas vouloir implémenter cette démarche RSE et tu vas devoir inévitablement aller t'adresser à tes parties prenantes. Du coup, ton conseil, c'est d'y aller en mode sensibilisation. Est-ce que arriver devant une personne et lui dire comment il faut faire, qu'est-ce que tu entends par sensibilisation si on l'applique par exemple à un freelance ou une très petite structure? Ça veut dire quoi? Ça veut dire montrer l'exemple via les réseaux? Ça veut dire communiquer sur ses engagements? Oui, bien sûr. Avant Mais d'aller voir déjà, la personne? que tu t'adresses à une organisation, une entreprise ou juste un freelance, il faut déjà comprendre où est-ce qu'il en est de son degré de connaissance acquise là-dessus, sur ces sujets. Parce que si tu vas pousser la porte un peu trop fort, ils vont décrocher. Donc, tu ne pourras pas les accompagner au-delà. Donc, il faut un peu voir à qui tu t'adresses. C'est toujours un peu délicat finalement. C'est comme quand tu es dans l'avion assis à côté de quelqu'un comme toi l'autre jour et que tu commences à engager une conversation, tu parles du collectif. Tu vois bien que tu ne vas pas utiliser, tu vas essayer de sonder un peu où est-ce qu'il en est de son degré de connaissance sur ces sujets. Ouais, c'est un bel exemple parce que tu n'as pas envie de mettre les deux pieds dans le plat en mode non, mais les banques, c'est vraiment tous des cons. Ah, mais vous travaillez dans les logiciels et vous vendez ça à des banques. Ah non, effectivement, je pense qu'il faut bien évidemment connaître son interlocuteur avant ça. Merci beaucoup, Mike, en tout cas. Bon, je vais être obligé de vous quitter là et puis on garde tous contact et n'hésitez pas à me contacter même par LinkedIn pour le coup pour d'autres questions. Je me ferai un plaisir. Merci Mike, c'était très intéressant. À bientôt. Merci Mike. Bonne soirée. Merci Mike. Merci Mike. Merci.